Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. PRELIMINAIRES. Chapitre 1. La rencontre de Derrida. Avant donc d'aller à l'analyse en tant que telle, on me permettra de risquer une espèce de détour pour dire un mot, même rapide, au sujet de ma rencontre bouleversante avec Jacques Derrida. Rencontre qui m'amène aujourd'hui, hic et nunc, à assumer la posture si délicate de lecteur et plus encore d'héritier de l'une des plus grandes œuvres philosophiques contemporaines. Le mot héritier ici est entendu au sens polysémique que Derrida lui-même donne à ce vocable, comme la tâche que le philosophe aurait en propre face à l'histoire de la philosophie et généralement, vis-à-vis de la tradition du savoir. L'héritage n'est jamais un donné, c'est toujours une tâche. Elle reste devant nous, aussi incontestablement que avant même de le vouloir ou de le refuser, nous sommes des héritiers endeuillés, comme tous les héritiers. Toutes les questions au sujet de l'être ou de ce qu'il y a à être, ou à ne pas être, or not to be, sont des questions d'héritage. Il n'y a aucune saveur passéiste à le rappeler, aucune saveur traditionnaliste. Nous sommes des héritiers. Cela ne veut pas dire que nous avons ou que nous recevons ceci ou cela, mais que l'être de ce que nous sommes est d'abord héritage, que nous le voulions et le sachions ou pas. La responsabilité que le philosophe aurait en propre consisterait dans la préservation et la sélection des héritages, à travers l'élaboration de nouvelles politiques de lecture. Il est donc légitime de revisiter les héritages et de lire les spectres qui les entraient, afin d'opérer d'autres déplacements problématiques pour les maintenir vivaces, et les adapter sans cesse à l'évolution de la science et de la philosophie elle-même. Héritier d'une œuvre que je n'ai point cessé de fréquenter depuis plusieurs années maintenant, j'aimerais d'abord avoir à décrire le climat intellectuel, l'enthousiasme et l'atmosphère studieuse qui régnaient dans les amphithéâtres lors des cours donnés par Derrida lui-même. Tout a commencé à l'école normale, rue d'Ulm, où je l'ai rencontré tandis que j'écrivais moi-même une thèse de théorie littéraire à la Sorbonne, à Paris 4, et une autre thèse de philosophie à Paris. C'était en 1986 à 1987. J'allais aussi l'écouter au 105 boulevard Raspail, à l'école des hautes études en sciences sociales, EHESS. À l'école normale comme à l'EHESS, nous étions nombreux à consigner attentivement les leçons du philosophe, dont la diction dégageait des accents de subversion, des effets traversés de nouveauté et d'originalité. Nous étions alors tous jeunes derridiens, nous délectant de la moindre prise de parole du philosophe, fouinant dans les moindres feuillets des revues où il livrait des interviews. La salle était toujours comble, silencieuse, studieuse, épiant la moindre diction, la moindre scansion de ses phrases magiques et rythmées par la méditation, dont lui seul avait le secret, comme ses silences méditatifs. Nous espérions la moindre déclinaison de ces énoncés, qui nous semblaient si différents de la rigidité des concepts apodictiques de la philosophie classique. Par-dessus tout, nous étions attentifs et éblouis par l'opération de mise en cause des systèmes stables et de la certitude postulée par les concepts clos. Lui était assis, sa pipe mythique posée sur la table, lorsqu'il ne tirait pas des volutes de fumée en spirale, le regard rivé vers le lointain avant de redémarrer. Le cuivre blanc d'or de sa tête avait déjà cet aspect distingué qui m'avait frappé de prime abord, et lui donnait l'aspect d'un sage revenu d'une époque ancienne. Et ses yeux vifs, son visage pensant, son manteau, cette avant-scène préludait à un immense travail intellectuel. Nous guettions tous son arrivée comme son départ, l'approchant, risquant même quelques questions, marchant à ses côtés comme les péripatéticiens autour d'Aristote naguère dans les jardins d'Athènes. Sans encore prendre la pleine mesure de sa pensée, les étudiants venus d'autres disciplines semblaient spontanément lui accorder un grand respect et s'écarter spontanément à son passage. On eût dit qu'une icône passait. La voix se libérait, suivie de hochements de la tête, les commentaires fusaient sur cet enfant terrible de la philosophie française et occidentale. À chaque séance, nous savions que nous apprendrions des choses nouvelles et érudites. Et que nous entendrions résonner cette langue étrange qu'il affectionnait tant. Nous aimions l'entendre scander ces phrases en maintenant un rythme intense, une tonalité déclamatoire et toute méditative. Et cela pouvait durer plusieurs heures. Et pour moi, plusieurs mois, plusieurs années. Nous étions captivés par l'opération de déliaison des systèmes, et goûtions déjà avec beaucoup de délectation ces fameux termes par lui forgés ou réaménagés,
en lesquels il avait réinvesti une acception à la fois métaphorique, ambivalente, polysémique et aporétique. Les grammes, les graphes, la trace, la cendre, la marque, le supplément, l'hymen, le pharmacone, la greffe, la déconstruction, la dissémination, littérabilité, citationnalité, l'archiécriture, la différence. Mots pour le moins inquiétants et déroutants auxquels se sont ajoutées plusieurs autres notions depuis lors. L'hospitalité, l'adieu, l'aimance, l'arrivance, la traduction, l'archive, l'aporie, la destination, la destinance, la thèse, atomistique, spectre, anthologie, la décision, le secret, la circonfession, le don, l'amour, la mort, l'héritage, le phallogocentrisme. De grands philosophes venaient alors de disparaître, Heidegger, Sartre, Foucault. J'étais comme dans une ivresse sans fin, sans cesse inassouvie, me faufilant d'un amphithéâtre à l'autre, de Paris 1 à Paris 4, du Collège international de philosophie, où j'allais entendre entre autres Lyotard abordant le problème du détournement des catégories chez Hölderlin et sa lecture inaugurale de la postmodernité, à l'École des hautes études en sciences sociales, où j'écoutais Edgar Morin, au Collège de France, où parlait Pierre Bourdieu, recherchant les nouvelles orientations de la philosophie, les ruptures de l'épistémologie J', étais alors éminemment popérien, de l'esthétique négative d'Adorno, de Benjamin et de Marcuse et de la littérature, revisitée à la lumière de Nietzsche, Sartre, Blanchot, Beckett et Derrida que j'ai continué d'écouter à l'école. La vérité est que je voulais entendre autre chose. Venant d'écouter De Santi lire à livre ouvert Aristote et Husserl, et Haar lire Nietzsche et Heidegger, ou encore la grande subversion de l'école de Francfort, nommée par Jiménez, par Jean-René Ladmiral et bien sûr par Olivier Révaud d'Allonne, les querelles du cercle de Vienne par Antonia Soulez, ou les ruses de la loi avec Louis Salamolin en philosophie politique, ou encore la parole de l'éthique avec Misrahi enseignant la pensée spinoziste. En dépit de l'importance de toutes ces leçons données par des philosophes de renom, je voulais écouter autre chose et entrevoir une autre posture, une autre diction de la philosophie, une autre nomination de la vérité. Ce sentiment m'envahissait, littéralement. Et m'inquiétait. Il me manquait donc ce quelque chose que je ne parvenais pas encore à nommer, et auquel la lecture de Blanchot, de Jabès et surtout de Derrida allait rendre possible. La rencontre événementielle de la philosophie, de la littérature et des sciences de l'homme en laquelle j'entrevoyais l'avenir de la philosophie elle-même, et plus généralement de la pensée moderne. C'est à ce moment-là que j'ai donc écouté pour la première fois, rue d'Ulm, la voix de celui qui a été pour nous à l'époque un maître, bien qu'il en eût lui-même récusé le vocable, sauf à l'entendre comme celui privilégié avec qui on a en partage l'infini du sens. Celui avec qui on fait œuvre. Les leçons reposaient pour l'essentiel sur des textes philosophiques occidentaux, et sur la relecture critique des concepts. On percevait déjà cela qui allait devenir plus tard son système de référence de prédilection. D'abord la double relecture critique de la généalogie nietzschéenne, et de la phénoménologie husserlienne. Ensuite la démarcation subtile d'avec l'herméneutique heideggerienne et l'éthique lévinassienne. Enfin, l'ouverture séminale des notions à l'appui du neutre de Blanchot. On y lisait déjà aussi l'interférence de trois grandes traditions gréco-latines, judéo-chrétiennes et des Lumières autour desquelles se déploiera jusqu'au bout son œuvre immense. Ayant fait du latin et du grec, j'étais particulièrement attentif à ce travail patient de déclinaison de l'étymologie des énoncés et des idiomes qui était toujours un moment de gai savoir, où Derrida sollicitait à la fois des textes de littérature, d'esthétique et surtout de philosophie. Il lisait tout à l'aune de cet exercice de la déconstruction des notions et des héritages dont on s'efforcera d'expliciter les mécanismes, les points de force et les perspectives tout au long de ce texte. Nous réalisions qu'il était véritablement le père de la grammatologie, cet antilogo qui reniait sa souche phonologique et unitaire pour se redécouvrir une origine graphique et tout d'instabilité. De la même manière que le premier Wittgenstein a repensé la philosophie comme une grammaire ayant un fondement logique et prépositionnel, de même Derrida allait-il fournir à la philosophie un nouveau paradigme, attaché à la critique radicale des concepts et des théories unitaires, monistes, binaires et rétives à la fois au raisonnement dialectique, à la réduction logiciste, métaphysicienne et phonocentriste. Après avoir écrit une dissertation d'habilitation à diriger des recherches, HDR, où la référence à Derrida s'est avérée décisive et prééminente, à côté de celle de Richard Rorty et de Michel Meyer,
j'ai pu mesurer ce que notre époque doit et devra sans doute pour longtemps encore à sa philosophie. On comprendra en cela que je me sois fait une raison, comme une tâche urgente, de prononcer à mon tour cet étrange mot d'adieu qu'il n'a cessé d'adresser naguère aux amis précieux qui devaient le quitter. D'abord Lévinas et Blanchot, et plus tard tant d'autres encore. Dans chaque fois unique, la fin du monde, Derrida adresse son adieu à 16 penseurs auxquels il a été assez proche par la pensée. Les morts de Roland Barthes 1915 à 1980, In Memoriam, Delame, Paul de Man 1919 à 1983, Être juste avec Freud, Michel Foucault 1926 à 1984, Lettre à Francine Laureau, Max Laureau 1928 à 1990, Le goût des larmes, Jean-Marie Benoît 1942 à 1990, Louis Althusser 1918 à 1990, Edmond Jabès 1931 à 1991, à demi-mot Joseph Henry Dull 1931 à 1991, Comme s'il y avait un art de la signature, Michel Servière 1941 à 1991, À force de deuil, Louis Marin 1931 à 1992, Sarah Kaufmann 1934 à 1994, Il me faudra errer tout seul, Gilles Deleuze, 1925 à 1995, Adieu Emmanuel Lévinas, 1906 à 1995, Amitié à tout rompre, Jean-François Lyotard, 1924 à 1998, Corona Vitae, Fragments, Gérard Granel, 1930 à 2000, Maurice Blanchot, 1907 à 2003. Il était devenu à la fois le virtuose et l'ironiste de l'énonciation de l'adieu, ce mot qu'il tenait de Lévinas, et auquel il avait lui-même redonné une résonance, un réaménagement sémantique. L'adieu résiste à l'indifférence face à la mort, et entend paradoxalement prononcer le nom propre de celui qui n'est plus là, c'est-à-dire cela qui en lui ne meurt pas et ne mourra sans doute jamais. L'adieu ouvre ainsi le dialogue avec l'œuvre de l'absent, au lieu où elle vient à prendre la place du corps propre et fait résistance à la mort. L'adieu traverse l'ensemble des livres qui occupent le lieu vide de la mort, et s'ouvre à la multiplicité du sens. Il invite à revisiter ce qu'a dit l'absent, et dont le sens déterminerait pour ainsi dire le destin de ce qu'il nous est donné de lire et d'écrire. L'adieu invite au retour sur l'œuvre ainsi qu'à un regard vers ce qui se tient dans le lointain, au-devant de nous. Dire adieu à Jacques Derrida ici, c'est donc inviter à commencer ou plus exactement recommencer à lire son œuvre, notamment pour espérer entrer au lieu où elle déplace les enjeux de la tradition, fait différer la mort et dissimule son secret. Il ne s'agira donc jamais de conjurer la mort, ni même l'angoisse perceptible dans le mot d'adieu. Ce n'est point davantage de refoulement, même fasciné de la mort que parle l'adieu, mais de l'exigence de garder les yeux ouverts face à l'héritage et de regarder cet ensemble de livres, de corpus avec vigilance, à hauteur de son ampleur, ainsi qu'il l'a fait au sujet des penseurs aussi divers que Platon, Rousseau, Condillac, Nietzsche, Freud, Mallarmé, Marx, Husserl, Heidegger, Lévinas, Lacan, Althusser, Lyotard, Deleuze, Blanchot, Barthes, Artaud, Kaufmann, Manitoba et Searle. Il a veillé sur leur corpus, après y avoir résisté en déniant ce qui en eux barrerait la vie. Il a recueilli ce qui, inversement, ferait jaillir la vie, et constituerait un legs vivace. Car penser, c'est toujours affirmer la vie et la survie. Derrida aurait inauguré un cogito de la survie. Apprendre à vivre, Paris-Galilée Le Monde 2005, 5 sp. Cette notion d'adieu était d'autant plus insistante dans son œuvre qu'il la tenait de la tradition théologique et éthique, avant d'en déplacer lui-même considérablement l'acception, en la repensant dans le registre de la survie. Le lecteur attentif peut sentir l'ombre de la mort planer sur les derniers livres de Derrida. Plus encore dans ses derniers entretiens, notamment celui du 22 mars 2004, où Derrida, à la manière de Socrate, sait qu'il est déjà sous l'effet irrémédiable de la ciguë. Il sait que le spectre de la mort rôde autour de ses murs, et qu'il rampe déjà sur son lit. Il se sait malade et condamné. Mais le philosophe ne redoute pas le monstre. Au contraire assumera-t-il l'épreuve radicale de la philosophie, au sens où Montaigne tient que philosopher c'est apprendre à mourir. C'est-à-dire à méditer sur la mort, à affronter cette expérience absurde, en se tenant à hauteur de sa méditation et du défi qu'elle fait à la raison. Risquer de faire un corps à corps lucide avec la mort, telle est l'essence de la philosophie. D'autant que de la mort, nul ne sait faire l'expérience. Lorsqu'elle n'est pas encore là, nul n'en peut causer avec pertinence, ne l'ayant jamais encore vécue.
Et lorsqu'elle survient, car son essence est d'arriver à l'improviste, de surgir, il est trop tard pour chercher à la connaître. Dans les deux hypothèses, dit Épicure dans la lettre à Ménécée, la pensée de la mort semble échapper à la raison. La pensée de la mort serait ainsi absurde par essence. Aussi est-il doublement absurde de craindre la mort, de redouter cela qui n'est pas ce non-être. Comment craindre en effet cela qui ne se laisse pas penser, cela qui est impensable, l'impensable même? On entend ici la proposition de Parménide, pointant la même absurdité, on ne pense pas ce qui n'est pas. C'est pourtant cela la tâche de la philosophie, que d'affronter la question de la mort. Que de s'obliger à en dire autre chose tant on n'a jamais su en dire grand-chose. Cette tâche, Derrida a tenté de l'assumer à travers la notion si étrange et polysémique d'adieu. Le philosophe aurait-il lui aussi entendu à la manière de Socrate, le maître de l'agora, le chant des cygnes émanant de l'Hadès? Peut-être a-t-il aussi perçu la lueur lointaine de Sion et du Golgotha, bien qu'il s'en fût infiniment défendu? Dans tous les cas, on pense immanquablement ici au somptueux tableau du peintre du XVIIIe siècle, Jacques-Louis David, La mort de Socrate. C'est l'agonie triomphante du sage, le torse nu, entouré de ses disciples effondrés, le philosophe cause de l'immortalité de l'âme, en toute sérénité. Ainsi de cette autre fresque romaine plus froide encore, datée du 1er siècle avant Jésus-Christ, et montrant un Socrate éprouvé par l'agonie, habité par la tourmente, le regard christique, en pleine transfiguration. Opposé à la tyrannie homogène du logo, Derrida écrit sans relâche, jusqu'au dernier souffle, luttant contre l'infâme maladie, celle que nous ne nommerons pas. La dernière fois que je l'ai écouté remonte à 2004, l'année même de sa mort, tandis que j'étais à Paris, cette ville qu'il aimait tant et qu'il quittait constamment. J'étais frappé par la pertinence et par la sérénité de ses dernières interventions, ses prises de position sur des questions aussi cruciales que l'Europe, son destin politique et philosophique, le terrorisme, la guerre, l'homosexualité, l'animal, l'enfant, l'université, son œuvre, la mort, l'autre, l'hospitalité. Sa dernière parole, celle rediffusée le 22 mars 2004, constitue une grande anticipation sur sa propre mort. Il en a parlé avec une rare lucidité, comme si, guettant l'instant fatal, l'épiant en ses moindres signes, en ses traces, Derrida avait tenu à partir en toute sérénité, en se posant avec courage et hardiesse la question ultime de la philosophie, la question du soir profond, celle qui dit la nuit de la raison, la nuit de la philosophie elle-même, la question ironique et retorse de la mort. Cette question l'a obsédé in fine, comme s'il était parvenu somme toute au crépuscule de la philosophie elle-même. Derrida redéfinit le philosophe comme celui qui vit dans la mort et qui l'aime, n'en étant plus seulement l'amant comme chez les Grecs ou même un être pour la mort comme chez Heidegger, mais le véritable gardien de cette question, son héritier hérétique. Philosopher et mourir sont une seule et même chose, cela, nous le savions déjà avec Heidegger chez qui le mourir horizonne l'exister. Mais jamais autant cela n'a été aussi présent et aussi ancré chez un philosophe qu'avec Derrida, qui s'avère être de ce fait un penseur du crépuscule, affirmant la survie au moment où vient le soir. Il voit surgir le grand livre de l'avenir que préserve l'altérité de tout ce qu'éprouve la déconstruction. Tel serait son dessein. L'ouverture de l'avenir vaut mieux, voilà l'axiome de la déconstruction, ce à partir de quoi elle s'est toujours mise en mouvement et qui la lie comme l'avenir même à l'altérité, à la dignité. Ceci dessine une voie qui fait écho à celle de Hegel. Ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol, 15. Ainsi, pour Derrida, l'adieu, comme la mort, reste inséparable de l'affirmation de la vie et plus encore de la survie. Il meurt, parvenu à la formulation sereine de sa méditation, la renouvelant de part en part, multipliant à l'infini sa traduction à travers sa théorie de la déconstruction. Son œuvre, internationalaire connue et recanouée, aurait encore à être lue et relue. Car elle est l'une des plus grandes pensées de notre temps, entièrement engagée à en penser les spectres et les archives selon ces idiomes splendides qu'il affectionnait tant. Choisir le registre de l'adieu pour aller nous aussi à la rencontre de cette œuvre, c'est en définitive, faire le choix de parler d'une absence irremplaçable que la présence de l'œuvre seule ne pourrait tout à fait suppléer, en déployant ce que Derrida appelle lui-même une politique de la lecture et de l'amitié à travers le travail de fréquentation des textes. Car l'ami est d'abord celui qui lit sans cesse une œuvre, et qui veille à ses héritages.
Il a la double responsabilité de la mort de l'autre, dans la perspective lévinassienne, et celle de donner. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.